Voilà, donc on va commencer. Donc, merci à tous de votre participation à ce webinaire cybersécurité. Merci à CyberEdu de ce partenariat avec le CUM. Je tiens à saluer les VPNUM qui sont au séminaire à Angers et qui nous suivent à distance. Donc, merci à eux. Je vais vous présenter encore, pour ceux qui ne connaisseraient pas trop le CUM qui va fêter ses 40 ans l'année prochaine, donc qui est une association historique de professionnels dans l'enseignement supérieur. Donc CUM, c'est l'acronyme de Comité des usages mutualisés du numérique pour l'enseignement. Alors, elle est composée exclusivement de bénévoles. Le CUM a pour objet de au développement du numérique dans les établissements d'enseignement supérieur, de fédérer et partager les compétences et les expériences liées à l'utilisation des technologies de l'information, d'aider à appréhender les problématiques posées par les usages du numérique sur des sujets d'actualité. Donc, dans le cadre de ces objectifs, le CUB organise des journées nationales thématiques et des webinaires comme aujourd'hui. On peut rapidement brosser les thématiques qu'on a déjà abordées, les MOOC, les espaces physiques innovants, les nouveaux usages pédagogiques, les serious games, l'intelligence artificielle dans le SR, les learning analytics, etc., etc. Le CUM délivre aussi des formations sur des technologies appliquées à l'enseignement et des stages à la demande dans nos établissements et fédère des personnes travaillant dans les DSI, les services TIS ou l'ingénierie pédagogique. Donc, en partenariat avec CyberEdu, nous avons choisi d'aborder cette thématique autour de la sécurité du numérique pour l'enseignement. Donc, CyberEdu va se présenter, mais c'est une association d'enseignants du supérieur qui œuvre à intégrer les notions de sécurité dans les enseignements. Et l'aspect enseignement est le premier volet de la sécurité que le CUM abordera. Au titre du CUM, dans les assises du CSIR, autre association professionnelle, nous avons fait une table ronde sur les femmes dans le numérique et on sait ô combien la formation et l'acculturation des femmes au plus tôt est... Donc peut-être le CyberEdu abordera ce volet-là. Je tiens à remercier Philippe Werle, qui est le vice-président cofondateur de CyberEdu et le responsable sécurité système d'information de l'Université Paris-Dauphine pour avoir œuvré et facilité l'organisation de ce webinaire. Je tiens à remercier les présentateurs. Donc, par ordre de présentation, c'est Julien Bréau, qui est président de CyberEdu, enseignant en cyberdéfense et responsable de la formation professionnelle cyber et conseiller pédagogique à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Bretagne Sud. Gilg, VP CyberEdu, vice-président délégué aux infrastructures numériques, professeur des universités à l'Université de Haute-Alsace. Florence Sed, VP CyberEdu et responsable du groupe labellisation, qui est vice-présidente responsabilité sociétale de l'Université Toulouse 3, Paul Sabatier. Voilà, donc je vous laisse entamer la présentation. Bonjour, merci beaucoup pour cette introduction. Merci aussi de nous avoir invités parce que effectivement, on est une jeune association. Hein. Alors, on a l'âge de raison. Hein. Ça fait 7 ans que l'association est créée, mais en fait, on n'a pas votre ancienneté. Et donc, on a certains points qu'on peut encore améliorer. À partir du moment où on aura plus de bras, et notamment la communication. Et donc, effectivement, cet aspect-là, quand on a comme ça des relais forts avec des associations bien implantées, avec beaucoup de monde, etc., c'est vraiment extrêmement important. Au niveau voilà, merci. Donc, est-ce que vous pouvez juste me repasser aussi présentateur pour que j'ai la main pour passer les diapos? Voilà, super. Merci beaucoup. Donc, au niveau effectivement de l'association, c'est une association, mais c'est sur une initiative de l'État en fait. Hein, c'est-à-dire que l'objectif,
c'est de mettre la sécurité dans la pédagogie et de faire de la pédagogie avec de la sécurité. Et donc, l'initiative, au départ, part de l'ANSSI. Et c'est pour ça que vous avez ces diapos-là, qui sont des diapos officiels, validés officiellement par l'ANSSI. Donc pour moi, rapidement, vu que ça a déjà été fait, effectivement, je suis à la fois enseignant en cyberdéfense, mais aussi responsable de la formation professionnelle. Je suis président donc de l'association et je succède à donc Gérard Pélix, qui était le président fondateur, et puis Olivier Levillain, qui était l'ex-responsable du centre de formation de l'ANSSI et qui a été aussi président de l'association. En parallèle, sur des aspects pédagogiques aussi, et je le dis parce que ça peut faire des liens et on peut avoir des synergies aussi, je suis sur plusieurs groupes de travail, notamment le campus cyber, sur le groupe de travail formation du campus cyber. Et on a travaillé par exemple sur une matrice de compétences cyber nationale qui va mettre à jour les compétences ANSSI des métiers cyber. Qui va être publié officiellement là, dans quelques temps, mais en tout cas qui est terminé et qui nous aide bien en termes pédagogiques et en termes métiers, passerelles entre métiers, etc. pour clarifier en fait les parcours possibles dans la partie cyber. Et on a vraiment besoin que les gens aillent faire de la cyber, quel que soit en fait leur formation, parce qu'en fait, les métiers cyber, on a besoin de juristes cyber, on a besoin de personnes qui, quand ils font de la comptabilité, qui aient des notions de cyber pour pas faire de bêtises, pas se faire avoir via des arnaques au président ou des choses comme ça. Voilà, on a besoin de cyber partout en fait, sauf que dans les cursus de formation, on en a mis petit à petit, d'abord dans les formations informatiques, un petit peu, pas assez à notre goût, c'est pour ça qu'on a travaillé dessus. Et puis après, les formations qui ne sont pas informatiques, on a beaucoup de mal, à rencontrer les responsables au niveau national pour être dans les programmes de formation. Et puis après, deux, à faire que effectivement ces problématiques soient bien implantées en termes pédagogiques et soient pas des rustines entre guillemets à poser à un programme et qui sont décorrélés finalement des métiers qui sont derrière. Donc je vais vous présenter un petit peu le pourquoi de l'association, des labels associés. Je présenterai rapidement cette partie label parce que Florence ira dans la partie pratique des labels. Et puis rapidement, effectivement, voilà, comment ça peut se passer en fait pour travailler ensemble. Je disais effectivement 2015, une stratégie nationale lancée par le Premier ministre qui se base sur le fait que l'ANSSI est au cœur de la problématique cyber en France. Et donc, suite à ça, il y a eu un texte donc de la ex-conférence des présidents d'université qui avait bien pointé du doigt que CyberEdu, lancé par l'ANSSI, était un relais important pour intégrer la cyber et c'était une priorité pour intégrer la cyber. Donc ça commence un petit peu à dater, mais nous on a travaillé beaucoup sur ça entre-temps et on va vous dire sur quoi. L'objectif, c'était vraiment d'intégrer dans toutes les formations du supérieur dans un premier temps, et avec une priorité qui était pour nous les formations en informatique. C'est-à-dire que ça nous paraissait une hérésie d'avoir des formations en informatique qui faisaient de l'informatique, on va dire, mécanique, entre guillemets, c'est-à-dire comment mettre en place des serveurs, etc. Mais toute la partie cyber, sécurisation, etc., était au mieux pas très bien traitée, au pire carrément pas traitée et pas dans les programmes. Donc ça a été une de nos priorités. Bon, là, on est en train d'ouvrir, en fait, c'est que l'objectif, c'est qu'on aide aussi les formations à intégrer dans leur programme, même quand ce ne sont pas des formations d'informaticiens. Le label, pour nous, c'est à la fois un peu la cerise sur le gâteau, la carotte, mais c'est surtout une finalité d'un processus qu'on a lancé et qui est autour de pas mal d'acteurs
et qui permet que globalement, une formation qui se dit labellisée, on va dire, aborde les choses de manière correcte, transversale, et n'appose pas la sécurité comme juste un problème à traiter embêtant, etc., mais qu'ils intègrent un peu dans l'ADN en fait de la formation. Ce qu'on dit, c'est que la sécurité, c'est avant tout une affaire de non-experts. Et les experts, ils savent très bien gérer la sécurité, mais les problématiques viennent souvent justement des gens qui ne sont pas assez formés et qui devraient intégrer un minimum ce qu'on appelle d'hygiène numérique, et ça ne l'est pas dans les formations actuellement. Donc nous, on a des critères, et puis l'objectif, c'est qu'effectivement, on puisse conseiller les formations sur ces critères-là pour qu'elles intègrent correctement tous ces critères. Ces labels sont donnés pour une durée de 3 ans, renouvelable. Du coup, les formations sont publiées sur une page que vous donnera Florence tout à l'heure, et effectivement, elles peuvent utiliser le logo dans leur plaquette de formation, hein, qui donne une garantie effectivement de labellisation étatique. Au niveau de l'association, c'est principalement des enseignants, donc principalement des enseignants du supérieur même. Certains sont spécialistes, mais pas forcément tous spécialistes cyber. Et notre rôle dans l'association, c'est vraiment de conseiller. C'est-à-dire qu'on rencontre, alors au départ, on rencontrait les responsables de formation au niveau local, parce qu'on n'avait pas de relais national assez important, et l'ANSSI comptait sur, au contraire, le fait qu'on s'insère un peu par le terrain. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à nous. On est passé à une échelle supérieure quand on a pu avoir des relais au ministère via les différents groupes de travail, campus cyber, etc. Et où on a pu du coup conseiller via de département, via les inspections générales, avec des réalisations qui sont très intéressantes. La première, qui était notre priorité, c'était le BTS Système d'information des organisations, qui forme le plus grand nombre d'informaticiens en France et dont le référentiel n'intégrait pas la cyber au départ. Et donc on a contribué par l'intermédiaire de nos adhérents à ce groupe de travail pour intégrer la cyber dans le nouveau référentiel du BTS SIO, il y a maintenant 3 ans de mémoire, qui a été publié il y a maintenant 3 ans de mémoire. Et puis, notre objectif, ça a été de faire pareil avec les BUT. Florence en dira quelques mots aussi tout à l'heure. Et puis, dernièrement, on vient de valider les nouveaux programmes du BTS Ciel, donc avec C comme cybersécurité, ex-système numérique, qui du coup intègre correctement les problématiques de cybersécurité dans le programme de formation. On intervient aussi, par exemple, là, suite aux appels à projets, à candidature, compétences et métiers d'avenir, on accompagne aussi dans le dépôt des dossiers, mais aussi dans l'accompagnement en fait de ceux qui ont eu des financements pour bien intégrer la cyber. Au niveau des critères d'éligibilité, effectivement, l'objectif, c'est que on soit sur des formations de confiance. Florence en dira quelques mots en plus, mais globalement, il faut que les formations soient reconnues par un tiers et qu'elles soient enregistrées au RNCP. On ne labellise pas les formations qui sont des spécialistes en cybersécurité. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un autre label de l'ANSSI qui s'appelle SecNuMedu. Donc les deux labels cohabitent, hein. Sauf que le label de l'ANSSI est directement géré par le centre de formation, le CFSSI. CyberEdu, ça nous est délégué en fait par le CFSSI, mais on travaille main dans la main avec notamment Myriam van der Tol, qui est la responsable du label SecNuMedu à l'ANSSI. Globalement, c'est plutôt des formations longues, c'est-à-dire pas les formations très courtes de quelques jours, hein. On ne labellise pas ces formations-là parce que pour nous, c'est pas assez long justement pour tisser la partie cybersécurité. Et on fait attention à la qualité des intervenants, à la qualité de la pédagogie, etc. Donc notre objectif, c'est effectivement de bien regarder comment sont tissées et créées les formations. Je laisse Florence enchaîner sur sa partie pour vous expliquer plus en détail cette partie labellisation.
Oui, merci. Bon, c'est pas vraiment ma partie, hein, c'est moi qui la Mhm. présente, mais évidemment, c'est un travail collectif de l'association avec un groupe qui est dédié au suivi de ces demandes de labellisation. Donc, j'ai la main là pour passer. Non, c'est toi, Julien, qui fait passer. C'est bon? Ouais. Voilà. Donc, moi, je suis en 27e section. Donc, j'enseigne dans un département d'IUT ici à Toulouse 3, département d'IUT informatique. Et par ailleurs, je suis vice-présidente responsabilité sociétale, donc ça expliquera un certain nombre d'éléments dans la trame de ma présentation. Pour celles peu nombreuses et ceux peut-être qui me connaissent, vous savez que je porte beaucoup de combats sur ce thème de la responsabilité sociétale, donc ça peut transparaître dans les éléments que j'expose. Donc, en charge de la labellisation dans le cadre de CyberEdu, et en lien avec donc toutes ces associations partenaires, donc je suis depuis cette année au CA de l'association CEF6, qui est l'association des femmes en cybersécurité, et en charge de la formation. On verra tout à l'heure que la cybersécurité, c'est un domaine qui est assez mouvant actuellement, qui est très 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 attractif. On n'a jamais aussi bien utilisé le terme de honeypot, et du coup, il y a vraiment beaucoup de formations et de dispositifs qui s'agrègent sur cette cybersécurité. Parfois, c'est difficile de faire la part des choses. Voilà, donc j'enseigne à différents niveaux à l'université et je connais pas mal le terrain parce que je fais beaucoup d'interventions scolaires dans le cadre de Femmes et Sciences, etc. Donc il y a une espèce de continuité avec évidemment un manque criant de femmes, hein, comme le disait Claude Isabelle, et de filles, de femmes, etc. Mais bon, c'est pas l'objet ici. Et donc pour juste next, s'il te plaît, Julien, voilà, juste pour vous dire que donc ça fait très longtemps que que j'essaie de faire le focus quand on est dans le cadre des développements logiciels, bases de données, etc. Donc des cours de BUT par exemple hein, sur le Security by Design. Alors ici on est dans le domaine donc mon accent vous aura pas échappé, donc je suis dans une ville où il y a un petit fabricant d'avions et donc le thème sécurité, fiabilité, ça a différents sens, mais là on est dans notre contexte de la cybersécurité, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Donc beaucoup de choses qui relèvent de l'éthique, la protection des informations, etc., et qui sont actuellement, toutes ces mesures d'hygiène, elles sont connues, mais quand l'association a démarré, c'est vrai qu'on était un peu en train de prêcher dans le désert, comme le disait Julien. Donc en recherche aussi, j'ai pas mal de travaux. Là, il y a beaucoup de choses sur l'OSINT actuellement, hein, parce qu'on a beaucoup de moteurs qui travaillent sur le captage des réseaux sociaux. Donc c'est assez intéressant de voir voilà, comment ça marche. Bon, tout ça donc pour vous dire que il y a beaucoup de choses qui se sont révélées ces dernières années et que du coup, le mécanisme de labellisation de CyberEdu, lui aussi, il a dû évoluer en fonction de ce contexte. On passe. Tu as la main, la main apparemment maintenant, tu peux y aller. Pardon. Merci. Alors, attends. Non, visiblement. Ok, je vais rester là. Très bien. Donc, dans le contexte des formations publiques, je vais dire, hein, MESR classique, c'est vrai que la notion de labellisation, c'est une notion qui est assez récente. Et alors que dans beaucoup d'endroits, on pousse beaucoup les étudiants, par exemple, à se faire certifier, etc. Donc cette notion de labellisation, elle est assez récente et on a parfois du mal. Alors je me mets dans le cadre d'un enseignant-chercheur classique de département. On a par exemple voulu pendant très longtemps faire sous-traiter la labellisation des langues à du privé. Donc c'est quelque chose qui peut être assez polémique dans nos environnements. Les TOEIC, TOEFL, par exemple en anglais, c'est quelque chose qui est quand même très très très. Il y a un modèle économique derrière qui est quand même qui peut être embêtant. Hein. Donc ici évidemment candidater pour le label, c'est uniquement donc permettre de faire évaluer une expertise, des bonnes pratiques. Et les connaissances donc qui sont à minima nécessaires, c'est là que intervient CyberEdu pour remplir des missions de formation. L'intérêt pour l'étudiant, évidemment, c'est de valoriser son expertise à travers son diplôme ou sa qualification, puisqu'on a des
des formations qui sont qualifiantes, mais pas forcément diplômantes. Et donc, évidemment, pour la formation, c'est une sorte d'attractivité pour offrir des garanties à ses clients, à ses étudiants, et donc intégrer une communauté. Alors, quand je dis client-étudiant, c'est qu'on est de plus en plus, ça vous aura pas échappé si vous êtes peut-être parent de lycéens ou d'étudiants, on est de plus en plus face à des formations qui sont dans des modèles économiques payants et qui ont des critères qui diffèrent de ceux qu'on avait jusqu'à présent dans les formations classiques. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter une expertise. Et je complète juste, Florence, sur ça, c'est que on est confronté sur la partie labellisation, du coup, à des formations, quand on gratte, parce qu'on leur demande des détails, qui n'ont pas le niveau en termes de critères. Et il se trouve qu'elles sont parfois effectivement des formations qui ont privilégié l'aspect commercial à la qualité de formation. Voilà, bon, c'est plus direct. Donc, l'idée de Cyberidus, c'est vraiment d'être sur l'ensemble du territoire, près des formations. On voit bien que certains BTS émergent dans des endroits qui sont très, très, très isolés. Donc, c'est très important d'arriver à mailler ce territoire et de ne pas rester uniquement sur des gros centres. Une fois que la formation est labellisée, elle est mise en avant sur notre plateforme avec un certain nombre d'éléments explicatifs et auxquels on peut se référer pour comme vitrine, comme affichage. Donc, Julien a bien dit que la labellisation Cyberidus, c'était pas la labellisation SecNuMedu. J'ai mentionné les notions de certification. Donc, on est vraiment dans un cadre, on va dire, large, et je qualifierais ça de bienveillant. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aider à introduire les notions de cybersécurité dans l'ensemble des formations du supérieur, pour des raisons à la fois d'hygiène, mais aussi de qualification et donc de valorisation de la prise en compte de cette dimension cyber. Donc, on a beaucoup de formations non spécialisées qui tendent vers ça, de plus en plus. Et les conditions de labellisation, elles sont diverses et il n'y a pas de dossier standard, évidemment. L'idée, c'est d'intégrer les modules relatifs aux différents cours. Donc, ça, c'est Marc vous en parlera juste après moi. Attester de l'intervention pérenne d'un ou de plusieurs intervenants compétents, c'est peut-être un des points sur lesquels, justement, suivant la forme d'intervention, de la forme pédagogique, on a le plus de mal à se baser. Il faut qu'il y ait un horaire minimum. Et puis, jusqu'à présent, on a essayé de privilégier le fait qu'on labellise une formation et pas un parcours. Je prends l'exemple des BUT informatiques qui ont un parcours B, qui est réseau et qui pourrait effectivement faire l'objet d'une labellisation, mais le but, c'est quand même de valoriser une formation dans son ensemble. À l'heure actuelle, donc, on a à peu près 80 formations qui sont labellisées ou relabellisées, puisqu'on est en phase de renouvellement régulièrement. Donc, on a démarré vraiment par les trucs classiques, c'était les BTS, il y a eu beaucoup de BTS, et puis Julien est très impliqué sur ce terrain-là. Des titres RNCP, parce qu'à un moment donné, on a été très sollicité par l'AFPA, les saisies, etc. Et puis des licences pro, école d'ingé, voilà. Donc, si on prend l'exemple des BTS SEO, dont l'idée, c'était d'avoir un cadre national, chaque BTS candidatant évidemment, mais de donner un cadre national, une sorte de préaccord qui fait que on est sur un cadre qui peut être réutilisable. Il y a une démarche qui a été initiée pour les départements réseau télécom, dont certaines licences pro sont sous licence SecNuMedu, mais avec l'évolution du DUT au BUT, tout ça a été remis en question, puisque les licences pro DUT sont très souvent intégrées dans ce qu'on appelle le BUT 3, la troisième année DUT. Donc, il a fallu reprendre les choses. Et en cours, donc, de mon côté... Et merci à Marc sur ça. C'est Marc qui est notre relais dans l'ACD, l'Assemblée chef des départements, sur Réseau et Télécom. N'hésite pas à intervenir, Marc, si jamais tu as besoin. Et donc, sur la CDI Info, c'est parti. C'est un peu difficile à faire aboutir parce que les collègues sont très occupés par ces évolutions du BUT, les mises en œuvre, etc. Mais voilà, il y a une volonté nette, la parole a été portée, puis bon, je ne doute pas que ça évolue favorablement.
On voit donc cette évolution des formations qui demandent à être labellisées, elle est homomorphe par rapport au contexte et aux tendances industrielles. Hein. Donc, on a énormément d'écoles de management qui sont privées, dans des groupes, etc., ou d'IAE qui demandent à voir labelliser des formations spécifiques, des DU, des choses comme ça. Et c'est là que parfois, les dossiers sont moins académiques qu'ils ne l'étaient et vont de plus en plus vers des formations professionnalisantes avec beaucoup d'alternance et puis des intervenants qui ne sont pas forcément identifiés au moment où la formation se monte ou qui sont très volatiles. Voilà. Alors, attention, ce qui ne nous empêche pas de labelliser ce genre d'organisme. Par exemple, là, on vient de renouveler l'année dernière un label pour un IAE. Voilà, ça peut être tout à fait le cas. Hein. Pour les formations publiques, on sait qu'on a un cadre qui est plus formel. Pour d'autres, c'est parfois moins évident. Voilà. Donc, les critères qui sont demandés, publiés, évidemment, c'est le nom de l'organisme, la formation, le lieu, le type, le niveau du diplôme, le lien vers les documents, donc soit RNCP, la déclaration, CTI, etc. Et puis, des éléments qui restent entre nous, hein, qui sont évidemment le programme, l'organisation de l'information, etc. Voilà. Donc tout ça est demandé de manière factuelle et ensuite on a une grille à renseigner donc qui est le moment où la formation, dont la sensibilisation, la formation cyber intervient, l'année, le semestre, les UE ou les cours concernés, les ressources ou les liens publics qui peuvent permettre à l'évaluateur côté cyber-édu d'être renseigné. Là où les activités, l'objectif pédagogique, l'intervenant, alors ça c'est vraiment le point clé, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'évidemment on s'assure que les gens aient un minimum de qualification pour intervenir, les liens avec d'autres activités, cours, etc., et le volume horaire. Hein. Voilà. Et ceci donc nous permet de nous faire une idée, puis après on rentre dans un dialogue avec le porteur de la demande de labellisation, hein, qui, sur des formations classiques, est en général un enseignant-chercheur, mais de plus en plus sur ces formations nouvelles sont plutôt des gens qui sont des chargés de mission, des gens qui sont plutôt en qualité, qui portent les dossiers de labellisation de CyberEdu comme ils portent les dossiers de labellisation pour d'autres éléments. Donc, évidemment, on a une réciprocité, hein, c'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'essayer de demander aux représentants des formations d'adhérer. Nous, on est adhérents à titre personnel et à titre institutionnel. Hein, donc, l'idée, c'est quand même d'adhérer pour avoir, peut-être en phase amont de demande de labellisation, une aide et un accompagnement pour justement éviter trop d'aller-retour. Une fois que le dossier est déposé, s'il est vraiment insuffisant, c'est difficile pour nous d'être sans arrêt sur un aller-retour. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un accompagnement amont pour avoir un dossier mûr une fois qu'il est déposé. Hein. Donc, tout est évidemment spécifié sur le site. Et dernièrement, juste pour compléter sur la partie adhérent, on privilégie aussi des adhésions d'entités, donc soit de composantes, voire d'universités, d'écoles, etc. Ce qui nous permet aussi pour nous d'avoir une certaine pérennité en fait dans les contacts et dans le suivi par rapport aux formations, parce que ça nous arrive malheureusement de perdre des contacts sur des formations labellisées. Donc, elles ne sont pas forcément renouvelées. Et donc, le fait que l'organisation adhère à CyberEdu, alors dans l'adhésion, du coup, il y a l'adhésion d'individus qui est comprise. Et en plus, ça permet d'assurer une pérennité de ce label dans l'entité, en fait, ce qui n'est pas forcément toujours le cas quand ça tient à une personne. Donc, le label est tel qu'il est. Hein. Donc, l'intérêt, si vous voulez, c'est que justement, on est un peu en dehors de critères formels, d'une grille unique à laquelle il faudrait correspondre. Hein. Le dialogue avec la personne de CyberEdu qui prend en charge le dossier est ouvert et en général, il est assez nourri. Après, on se rend compte que dans certaines formations, les gens passent la main et on a
des problèmes de suivi de dossiers très souvent, hein, de compléments, etc., parce que le responsable de la formation a changé ou bien que la personne en question est passée à autre chose. Voilà. Donc, on est tout à fait ouvert à l'évolution des critères. Hein. D'ailleurs, on discutait en préambule à ce webinaire et on se disait que on pouvait se rapprocher des éléments de labellisation qu'on va tous subir par ailleurs dans nos formations, hein, en particulier, je suis bien placée pour le savoir, la labellisation en termes de développement durable et de responsabilité sociétale. Et on a de plus en plus de sollicitations où on nous demande quelle est la proportion à un moment donné d'enseignants ou d'étudiants impliqués dans les formations. Hein. Donc, je pense qu'on pourrait rajouter ces éléments-là, qui sont des éléments factuels, hein, mais pour montrer qu'à un moment donné, dans le cadre d'une volonté nationale comme celle qui a été annoncée au Salon Vivatech, les 10 000 femmes en tech, peut-être une volonté d'ouvrir les choses et de favoriser un affichage sur des formations qui seraient plus enclines à essayer de favoriser l'accueil des filles dans leur domaine. Donc l'inclusivité est aussi importante, hein, de la même manière, hein, les étudiants boursiers, les aides aux étudiants, le fait qu'on ait la possibilité d'encourager l'accès aux formations, ça paraît des choses très très importantes, ainsi que l'origine des étudiants ou des stagiaires. Ça permet un peu d'éclairer par rapport au RNCP, aux poursuites d'études ou au VAE, à la formation continue, ça permettrait d'éclairer certainement le panorama des formations. Donc, ce ne sont pas forcément des informations qu'on serait tenu d'afficher pour nos établissements labellisés ou formations labellisées, mais ça serait une manière pour nous d'avoir un panorama de ce qui est là. On devrait aller de plus en plus dans la mesure où on voit bien que les écoles de management qui sont pas des écoles de cœur de métier tech ou scientifiques pures vont vers les formations en cyber. Je pense qu'on aurait intérêt à faire un peu le tour de France, peut-être des doubles licences ou des formations interdisciplinaires pour les encourager à candidater au label et à aider à monter des dossiers de cette manière-là. Donc, en amont pour arriver à des labellisations fructueuses. Hop. Voilà, donc vous avez l'URL des formations labellisées à ce jour, un affichage qui est très très sobre, hein, donc on assume le fait qu'effectivement on devrait peut-être investir plus la communication, mais l'information est disponible là, voilà. Et vous aviez aussi l'hyperlien et quelques diapos avant pour pouvoir déposer un dossier de label avec le formulaire. On passe la parole à Marc, peut-être. Merci Florence, oui. Du coup, on laisse la parole à Marc. Oui, bonjour. Merci beaucoup de proposer d'intervenir pour vous présenter la mallette pédagogique. Alors, je ne sais pas si je peux... Oui, on va te donner la main. C'est transparent. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Alors, comment on fait pour défiler? Ah, ça y est, je peux le trouver. Là, c'est là. Voilà. C'est bon. Très bien. Donc, je suis professeur des universités à l'université de Haute-Alsace et j'interviens en BUT Réseau et Télécommunications à l'unité de Colmar. Alors, j'ai une expérience de RSSI de 15 ans d'expérience à l'université de Haute-Alsace et actuellement, je suis vice-président délégué aux infrastructures numériques. Et je suis aussi membre fondateur de CyberEdu. Donc, c'est en cette qualité que je suis ici, aussi vice-président de cette association. Voilà, et donc j'ai aussi participé à l'élaboration des programmes du BIT Réseau et Télécommunications. Alors, pourquoi cette mallette pédagogique? Donc, je pense que vous avez compris qu'en fait, le but de CyberEdu, c'est d'apporter d'introduire de l'enseignement de la cybersécurité dans les parcours de l'enseignement supérieur en informatique. Et donc, pour aider les enseignants justement à introduire la cybersécurité, nous proposons une mallette pédagogique.
Alors, cette mallette, c'est un ensemble de documents qui a été créé en 2014 suite à l'appel d'offres de l'ANSSI par l'Université européenne de Bretagne et le groupe Orange. Et donc, ces documents sont mis à disposition en licence Creative Commons Attribution, ce qui veut dire que les gens peuvent les récupérer, mais aussi les modifier, ce qui est conseillé parce que c'est une mallette, on verra ça, assez vaste, et donc il faut l'adapter à son enseignement. Et donc, ils peuvent diffuser ces documents en citant l'association Cyberidu. Alors, que contient cette mallette? Donc, on a un guide pédagogique qui est en fait une présentation de l'ensemble de la mallette pour les enseignants. Un exemple de cours de 24 heures sur l'enseignement de base en cybersécurité et différentes fiches pédagogiques sur la sécurité des réseaux, des logiciels, des systèmes, des composants électroniques et sur l'authentification. Voilà. Donc le guide pédagogique, donc c'est un document qui permet en fait d'accompagner les enseignants à l'enseignement de la cybersécurité. Alors dans ce guide-là, donc on va déjà positionner l'importance de cet enseignement par rapport aux enjeux qui sont économiques. Donc c'est vrai que des entreprises qui se font attaquer, il y a des pertes financières derrière. Il y a aussi un enjeu économique parce qu'il faut aussi fournir des équipements et des solutions pour se protéger. Donc il y a tout un marché aussi autour de la cybersécurité. Les enseignants, aussi des enjeux stratégiques et géopolitiques. C'est des choses qu'on voit effectivement actuellement avec tout ce qui se passe en cyberdéfense, dans des contextes de manipulation d'opinion, de guerre, et donc c'est des enjeux qui sont stratégiques pour les États aussi et d'importance géopolitique. Alors après avoir situé le contexte de la cybersécurité qui, vous voyez, est très vaste, on va identifier les thématiques pour cet enseignement de cybersécurité. Alors, il y a deux volets. Il y a une partie pour les licences L3 et les masters. Donc, on va un peu différencier au niveau de ces niveaux d'enseignement. Et donc, on va donner des orientations pour l'enseignement de la cybersécurité avec une sensibilisation aux risques et aux attaques, l'importance de la théorie et de la pratique. Effectivement, il faut aussi bien connaître le domaine théorique sur le fonctionnement des équipements, sur les cas d'attaque possibles, et après avoir de la pratique pour savoir comment se défendre, comment mettre en place de la sécurité. Donc on essaye d'adresser les deux volets, et c'est une bonne chose d'adresser les deux volets. Donc on va initier au principe d'attaque et de défense. Donc on va décrire quelques attaques en cybersécurité et les mécanismes qu'on peut mettre en place pour se défendre par rapport à ces attaques. Alors on a aussi quelques avertissements et limitations par rapport à cet enseignement, sachant que la cybersécurité c'est quelque chose qui évolue en permanence. Il faut régulièrement se mettre à jour et tenir compte de l'évolution dans ce domaine-là. Donc, on a aussi un focus là-dessus. Et finalement, on propose une démarche qualité, justement, pour être toujours à jour dans ces enseignements-là, et la labellisation que propose Cyberidu dans la démarche qu'on peut faire au niveau de l'enseignement. Finalement, on conclut par quelques annexes, notamment des fiches thématiques et des fiches métiers qui permettent un peu de cibler le type d'enseignement, le type de thématique à proposer en fonction de la filière où on enseigne. Alors sur le cours de 24 heures, donc c'est un cours de sensibilisation et d'initiation à la cybersécurité. On va sensibiliser aux menaces et aux différents enjeux par rapport à ces menaces, donc des protections, les types de vulnérabilité, ce genre de choses, et on va initier au concept de la sécurité en introduisant le vocabulaire en fait de
la cybersécurité. Donc, on va parler d'évaluation de risque, on va parler de vulnérabilité, on va parler de menaces et ce genre de choses. Donc, des termes qu'on utilise en cybersécurité. Puis, on va présenter des bonnes pratiques d'hygiène informatique. Bonnes pratiques, avoir les bons mots de passe, avoir un antivirus et ce genre de choses. Donc, ce cours se divise en 4 modules. Donc, les notions de base en 5 heures, qui vont nous expliquer les flux, les menaces, ce genre de choses. L'hygiène informatique, donc comment se protéger. C'est à peu près le volume le plus important qui représente 6 heures d'enseignement. Et on va avoir un focus sur les aspects réseau et applicatifs, qui sont en fait les moyens qui permettent de faire les attaques et sur les moyens qu'on utilise pour faire circuler l'information. Et puis un dernier volet, c'est la gestion de la cybersécurité au sein d'une organisation qui là est peut-être plus orientée vers le travail de RSSI. On va voir le côté plus fonctionnel et organigramme de la sécurité dans une entreprise. Voilà. Donc ça c'est plutôt pour les masters, je dirais, pour un niveau un peu plus élevé. Alors voici quelques slides issus de ce cours-là. Alors ce premier slide qui introduit en fait la sécurité de l'information. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va sécuriser l'information et non pas son support qui est le système d'information, les ordinateurs, les logiciels. Donc il nous explique en fait l'importance de l'information et des processus métiers qui manipulent cette information. Et donc l'idée, c'est d'avoir un aperçu global qui englobe aussi bien les utilisateurs, les gens qui manipulent l'information et les supports qui sont plus techniques, le réseau, le matériel, des contrôles d'accès, ce genre de choses. Cet autre slide nous présente un peu les enjeux, notamment les impacts que peuvent avoir les défauts de cybersécurité dans différents domaines. Donc les impacts financiers, par exemple un site web de vente en ligne qui n'est pas accessible, ça peut engendrer des pertes financières assez importantes. Des impacts sur l'image, quand vous modifiez un site web, vous mettez des fausses informations sur le site, voilà, c'est votre réputation qui est en jeu. Des impacts juridiques, donc ça c'est effectivement des choses importantes. On y aborde le côté RGDP et protection des données privées. Voilà, avec des obligations de réponse en 48 heures, il me semble, 72 heures, je ne sais plus trop, et l'impact de l'organisation sur le côté organisationnel, voilà, des organisations avec tout ce que ça peut impliquer comme impact psychologique aussi sur et ce genre de choses, comment apporter la cybersécurité, et voilà. Donc vous avez en fait cette approche globale de la sécurité qui est proposée en fait dans nos cours, et donc ça c'est un exemple de slide que nous proposons. Un autre exemple, c'est effectivement la notion d'attaque qui commence par une action malveillante. Et pour que cette action malveillante réussisse, il faut qu'on ait des vulnérabilités sur le système d'information, ce qui est en fait représenté un petit peu par ces petites bombes et ces trous autour de la protection qui permettent de s'introduire sur le système d'information. Donc voilà, donc ça c'est un peu le slide là, il montre en fait l'importance de la sécurisation par rapport aux attaques et comment se protéger, et c'est aussi une introduction aux différentes menaces que nous pouvons faire de ce côté-là. Alors effectivement, on a des évolutions par rapport à l'intelligence artificielle générative et ce genre de choses qui permettent aussi de faire des études sur ce cas-là. Donc effectivement, il faut évaluer les critères par rapport à ça. Donc en sécurité, on a 3 critères, sont la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité. Parce que je rappelle qu'on protège l'information, et donc il faut
voir combien de temps cette information peut être indisponible, si elle peut être modifiée, est-ce qu'on peut suivre ces modifications, et qui a accès à l'information, donc la confidentialité. Donc là, on propose un peu le cadre pour évaluer en fait les différentes informations. Voilà, le dernier slide. Donc là, c'est un slide aussi organisationnel à propos de comment la sécurité est organisée en France. Alors, c'est vrai que l'État a pris conscience depuis 2003 de l'importance de cette cybersécurité dans un livre blanc. Et donc, il y a une organisation autour du Premier ministre par rapport à cette sécurité dans les ministères. Et l'ANSSI est devenu vraiment le point anguleux, le chef d'orchestre de cette cybersécurité. Alors au niveau de l'enseignement supérieur, c'est vrai que nous, on est très impliqués là-dedans. On a une organisation avec des RSSI dans les établissements, avec un fonctionnaire sécurité des systèmes d'information auprès du haut fonctionnaire sécurité et défense, voilà, qui un peu coordonne l'action de la sécurité au niveau des établissements. Je vais vous présenter maintenant rapidement les quelques fiches pédagogiques. Alors je vois que le temps s'écoule, donc je vais présenter rapidement les quelques fiches qu'on a. Donc il y a la sécurité d'intrusion. Voilà, et quelques protocoles comme IPsec, SSH et TLS qui permettent d'avoir des connexions sécurisées. Au niveau des logiciels, donc là, on verra quelques vulnérabilités standards, des problématiques liées aux différents systèmes de programmation, au langage de programmation, avec des méthodologies de développement sécurisé et d'outils d'audit de code, d'analyse de vulnérabilité. Au niveau de sécurité des systèmes d'information, donc là, on regardera plus les problématiques liées au système d'exploitation, donc aussi bien de type Unix, Linux et Windows, voilà, avec des Active Directory, la sécurité des registres, des bases SAM, et aussi la virtualisation de ces systèmes. D'autres fiches pédagogiques vont s'intéresser à la partie authentification en regardant les mots de passe, mais aussi toute la partie certificat et infrastructure de gestion de clés. La fédération d'identité, c'est ce que vous utilisez quand vous faites du home, en fait, où il y a une fédération d'identité qui va vous authentifier par rapport à votre université d'origine. Voilà, et tout ce qui est authentification de messages, donc signature et l'échange de clés, donc les protocoles Diffie-Hellman, ce genre de choses. Finalement, la dernière fiche qui est assez technique, c'est celle qui s'intéresse aux composants électroniques et des attaques de bas niveau qu'on peut faire sur ces composants-là par des canaux auxiliaires, voilà, des injections de fautes, voilà. Donc, je suis pas spécialiste de ce domaine-là, je suis pas électronicien, donc je peux pas vous en dire plus malheureusement. Et donc, tous ces documents sont disponibles en fait sur notre site web dans l'onglet support. Voilà, que je conseille à aller voir. Vous pouvez récupérer les documents, les modifier, à condition de citer l'association. Voilà, ben, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je pense qu'il y a peut-être une partie questions-réponses qui doit suivre. Alors effectivement, on a déjà eu quelques questions sur le chat avec des réponses qu'on a apportées. Donc ça, on récupérera toutes ces questions-réponses et on les publiera en même temps que la vidéo. Si des personnes veulent poser maintenant des questions, on les invite à lever la main et à prendre la parole. Je ne vois pas beaucoup de mains se lever. Donc j'ai l'impression que l'information est assez complète. Hein. N'hésitez pas de toute façon à revenir vers CyberEdu. Je pense qu'ils ont une fiche de contact pour pouvoir poser toutes vos questions. Et peut-être qu'on va conclure. Il est 52, donc on est un peu en avance. Hein.
Avant de conclure, juste, moi, je voulais justement poser une question sur la responsabilité sociétale et cyber et du coup, et la cybersécurité, peut-être à Florence. C'était dans les perspectives, hein, Claude Isabelle. Développer. Alors, évidemment, voilà, c'est incontournable. On va tous être, voilà. Il faut intégrer ces éléments-là. Alors, on va voir, pas forcément dans les critères de labellisation, mais dans la description des formations, etc. Et il faudrait que nous-mêmes, on soit exemplaires dans ce domaine-là. Bon, ça reste quand même très, très masculin, hein, ce domaine de la cybersécurité. Donc, voilà. Oui, mais comme effectivement, on va au-delà des formations en informatique. C'est vrai que les formations en informatique, plus elles vont vers des aspects techniques et cyber, et plus les taux sont assez faibles, hein. Donc, dans les formations en cyberdéfense, par exemple, comme pour nous en école d'ingénieur, on est à 15% en gros, hein, de femmes. Mais dans les autres formations qu'on veut conseiller et qu'on veut aborder et pour lesquelles, notamment vous, VPNUM, vous êtes nos portes d'entrée, nos relais, des points de contact. Chacun d'entre vous qui avez des contacts au quotidien avec des responsables de formation, etc., en fait, c'est les formations qui ne sont pas des formations d'informaticiens et donc qui, théoriquement, ont une certaine mixité déjà, voilà, n'ont pas un biais qui est fait par rapport au métier. Et donc là, on peut arriver en fait au fait que si on intègre la cybersécurité dans ces formations qui ont une vraie mixité, on aura une prise en compte réellement équilibrée en fait de la partie cybersécurité dans des métiers d'avocats, de médecins, de comptables, etc., etc. Donc ça effectivement, c'est en passant nous sur notre, on va dire, nouvelle cible, hein, parce qu'on n'a pas encore labellisé beaucoup de formations hors informatique, qu'on va pouvoir aussi y arriver en fait. Voilà, si je peux dire un petit mot également sur, en tant qu'RSSI bien séparé de FIN, la sécurité sera portée en dehors du domaine technique lorsqu'il sera intégré dans le pilotage des organisations. Donc la science des organisations doit se saisir du pilotage de la cybersécurité, de la sécurité, de l'information au sens large. On voit bien qu'aujourd'hui dans l'actualité, l'information est la cible première, qu'elle soit l'information économique ou l'information de santé. De plus en plus, on le voit avec les incidents qui se produisent sur les CHU. D'une part, et d'autre part, il y a un sujet qui est particulièrement transverse et qu'il faut absolument qu'on développe, qui est la bonne connaissance du RGPD, qui a des volets juridiques et des volets techniques et de sécurité, et que les uns et les autres, de manière transversale, on parle beaucoup de transversalité, puissent se saisir de ces notions, aussi bien quelques notions de dimension technique pour les juristes et quelques notions de droit pour ceux qui font de la technique. Effectivement, je rebondis sur ton intervention, Philippe, étant donné qu'on a, d'ailleurs, je tiens à remercier Thierry Auger, le secrétaire du CUM, et Stéphane Amiard, le président des VPNUM, d'avoir organisé cette retransmission avec les VPNUM. Justement, souvent, alors moi, en tant que DSI, prendre en compte la sécurité, c'est un coût en termes d'infrastructure, en termes organisationnels, qui est pas souvent très sexy parce que ça n'intéresse pas grand monde, ça se voit pas forcément, ça ne se voit que s'il y a une faille ou une attaque. Et du coup, effectivement, on a souvent des difficultés à avoir des financements pour alors c'est de moins en moins, mais voilà, c'est juste pour attirer l'attention des VPNUM là-dessus. Un petit mot encore là-dessus, c'est que pour pouvoir comprendre la nécessité de sécurité, donc Florence l'a indiqué également, security by design, on le comprend pour les avions, on le comprend pour les voitures, on le comprend pour les trains, il faudrait un jour le comprendre pour le numérique. Il faudrait qu'on comprenne que l'incident de sécurité coûte beaucoup plus cher que l'investissement, c'est pourquoi il est nécessaire de mettre en place les analyses de risque
Et je vous rappelle à tous que nous sommes soumis aujourd'hui à un décret qui est le décret du 8 avril 2022, qui nous oblige à homologuer nos systèmes d'information, les récents que l'on installe, les nouveaux, mais aussi les anciens, pour que justement cette analyse de risque soit faite et que les décideurs soient conscients des risques qu'ils font porter à leur organisation, mais également à leurs usagers. C'est ça, parce qu'avec les méthodes actuelles d'analyse de risque et l'excellente méthode IBIOS Risk Manager qu'on a au niveau national et qui maintenant a une vision, un retentissement au niveau de l'ISO, hein, c'est-à-dire au niveau international, on change le focus. Avant, on parlait aux informaticiens, on disait aux informaticiens, il faut mieux t'équiper, il faut mieux t'organiser. Mais du coup, les directions ne comprenaient pas. Là, effectivement, avec ces nouvelles méthodes, on a complètement changé le braquet. On fait une approche métier, une approche fonctionnelle, et du coup, on montre aux dirigeants en quoi un problème dans l'organisation de l'équipement, on va dire numérique, des métiers va poser un problème à l'organisation. Et on le prouve avec des indicateurs graphiques dans ces nouvelles méthodes qui sont très parlants. Donc, on change complètement l'approche. Et effectivement, comme le disait Claude Isabelle, on a du coup un discours qui commence à être entendu. Alors, par l'actualité aussi, etc. Mais parce que aussi, nous, informaticiens, on sait mieux expliquer aux dirigeants avec leurs mots, avec les choses qu'ils veulent regarder aussi, qu'ils savent regarder, en quoi leur métier peut être mis à mal par des problèmes numériques, en fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres réactions. En tous les cas, je voulais aussi remercier les collègues du CUM qui ont monté ce webinaire, Mejdi Bouchlagen, David Ronja et Alex Schibert. J'espère n'avoir oublié personne. Et puis Christine Marle pour la communication. Je te laisse clore, Mejdi. Bien. Merci de votre invitation encore une fois. Oui, merci à vous, vous tous aussi, aussi bien participants qu'orateurs de CyberEdu. Merci de la participation des VPNUM. Est-ce que, Claudisa, tu veux conclure avec je ne sais pas si tu as une réponse pour annoncer le prochain webinaire, sinon on ne l'annonce pas. Alors, bon, ça, c'était le premier volet de la cybersécurité. On va en faire d'autres. On n'a pas encore les dates, donc je préfère pas m'avancer tout de suite. Mais on a prévu de faire d'autres webinaires. Donc là, on est axé sur la formation. On ira jusqu'à un retour d'expérience d'établissement suite à une cyberattaque. Très bien. Encore une fois, merci à tous et voilà, vous retrouverez la retransmission disponible sur le site du CUM. Et on vous souhaite un très bon appétit à tous. Merci beaucoup. Merci Bonne journée. Bien. Au revoir. Merci, Au revoir. au revoir. Bel été à tous. Merci, au revoir.